Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'Apple M1. Restez, vous allez voir, c'est très intéressant car ça peut préfigurer beaucoup de choses pour Intel et AMD dans le futur. Est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Eh bien on va le voir tout de suite. Alors avant de parler de Apple, on va parler de deux choses. On va parler d'abord que j'ai terminé Gears 5, oui Gears 5, sur le Game Pass, sur la Xbox Series X, et ben je peux vous dire que c'est un très beau jeu, voilà, moi j'en ai été très satisfait, c'était très plaisant à jouer, et je continuerai, alors je vais faire sans doute le DLC, et on verra après. Bon, j'attends d'abord The Medium, comme vous le savez tous, il est en pré-chargement chez moi, en pré-téléchargement, et donc bah, je ferai d'abord The Medium, mais il est probable que je revienne dans l'univers de Gears 5 très prochainement, enfin dans l'univers de Gears. Et pour continuer, on va parler de Xbox. Et oui, Xbox qui a annoncé qu'ils allaient augmenter le Xbox Live Gold. Vous avez vu ça, hein, donc à 120 € je crois par an pour jouer en ligne. Et bien entendu, ils sont vite revenus en arrière parce qu'on est en période en plus Covid, comme vous le savez tous, on est bloqué chez nous et en plus on devrait payer pour jouer en ligne, alors que chez la concurrence, pour les free-to-play, alors que sur la concurrence, par exemple PlayStation, c'est gratuit depuis longtemps. J'avais d'ailleurs dit depuis très longtemps, rappelez-vous dans mes précédentes vidéos, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que au contraire, Xbox ferait le Xbox, enfin l'accès, on va dire, multijoueur, l'accès en ligne multijoueur sur les free-to-play gratuit comme PlayStation. Eh bien c'est arrivé, heureusement, et c'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière, qu'ils se sont aperçus de leur grossière erreur, et qu'ils ont dit non, on va faire même l'inverse, on va donner l'accès au free-to-play multijoueur gratuitement, dorénavant. Donc j'en suis très heureux, je suis très heureux de ce retournement de situation. Et bon, voilà, encore une petite erreur de communication. Alors certains disent qu'elle est volontaire, bah apparemment non, puisque certains magasins auraient même reçu les cartes, vous savez, Xbox Live Gold, déjà pour les prépaiements, vous savez, bah déjà avec le nouveau tarif. Voilà, donc... toujours pareil, hein, je me demande des fois quand même en termes de, on va dire, de stratégie de marketing, qu'est-ce qui se passe en termes de communication dans ces grandes entreprises qui ont normalement les meilleurs au monde, les meilleurs personnels au monde pour faire du marketing stratégique et de la communication. Bref, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle puisque c'est l'inverse qui va arriver, c'est-à-dire la gratuité sur les free-to-play chez Xbox également, comme c'était le cas chez PlayStation. Alors on va parler du succès de Apple M1. C'est quoi le Apple M1? C'est leur nouveau processeur bas de gamme, enfin entrée de gamme, excusez-moi, qu'ils mettent dans le MacBook Air et le MacBook Pro, on va dire entrée de gamme. C'est un processeur qui remplace les anciennes générations qui étaient Intel. Intel était dans les MacBook, hein, en l'occurrence, depuis 2006. C'est-à-dire ça faisait quand même presque 15 ans qu'ils étaient dans les MacBook. Vous en trouvez encore d'ailleurs avec, hein. Et donc c'était une longue collaboration entre les deux firmes. Et aujourd'hui, voilà que Apple a décidé de prendre son indépendance. Mais pourquoi ils l'ont fait? Pour beaucoup de raisons. Premièrement, ils ont un avantage indéniable à produire leur propre processeur. Ils vont gagner plus en termes de rentabilité sur leur MacBook, en l'occurrence, qu'en achetant une puce à l'extérieur. Mais il y a d'autres raisons. L'autre raison, c'est qu'il faut savoir que Apple, sur leur iPhone, ils ont leur propre gamme qui s'appelle du A9 au A14. Hein, donc c'est la gamme, on va dire, des processeurs qui est à l'intérieur de leur iPhone actuellement. Eh bien, il y a une comparaison qui a été faite avec les puces Intel, les CPU qui sont actuellement dans les MacBook, et avec donc les Intel, on va dire CPU portable, mobilité, versus les A9 jusqu'au A14 qui sont actuellement dans les iPhones. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu une progression sur les 5 dernières années de 28% en termes d'efficacité, de performance de la part d'Intel, contre 198%, et oui, 198% pour Apple. Pour leur puce A9 à A14, je vous rappelle que la A14, on va dire la puce Apple M1, est dérivée de la dernière puce, la A14. Vous comprenez toute la différence, puisque ça veut dire qu'en termes de performance, et oui, en 2021, eh bien, Apple a doublé Intel. 198%, on va dire, d'augmentation de performance en 5 ans, c'est radicalement différent des 28% d'Intel. D'où ce choix stratégique de dire on va passer sur les puces Apple M1, on va passer sur notre propre système, notre écosystème en termes de CPU, mais également GPU et également IA, intelligence artificielle, car la puce M1 comporte 8 cœurs internes
en CPU, 8 cœurs internes en GPU et également 16 cœurs en termes d'intelligence artificielle. Vous savez, c'est tout l'apprentissage qui va permettre de décoder ce que vous faites, vos habitudes, pour s'y adapter, par l'iOS en l'occurrence. Mais avant d'aller plus loin, on va parler surtout d'architecture, de façon très courte et très simple. Les puces A9 à A14 et la puce M1 de Apple, donc toute cette gamme-là, est basée sur quoi? Sur une architecture ARM. ARM, c'est une société qui a été créée en 1990, qui est basée, son centre social, son siège social est basé à Cambridge, en Grande-Bretagne, et c'est une société qui est spécialisée dans l'architecture de CPU, de CPU 32 bits et 64 bits depuis 1990. C'est, on va dire, la concurrente principale en termes d'architecture à Intel avec son x86. Quelle est la différence entre les deux architectures, x86 et ARM? Eh bien, ARM utilise un set d'architecture qu'on appelle RISC, Reduce Instruction Set Computer, et x86 utilise le CISC, c'est-à-dire Complex Instruction Set Computer. La différence, c'est que, au départ en tout cas, car ça a un peu changé, les deux mondes se sont un peu entremêlés, mais la différence, c'est que le RISC, donc ARM, utilisait des sets d'instructions très courts, de 4 octets ou 2 octets maximum, c'est-à-dire vraiment figés, on peut dire, quelque part, alors que x86, ils avaient décidé d'utiliser des sets d'instructions plus, on va dire, maniables, c'est-à-dire de ça aller de 4 à jusqu'à 21 octets en fonction de ce que l'on voulait faire. Les deux présentaient des avantages et des inconvénients, mais la structure RISC utilisée par ARM présentait, on va dire, deux avantages. L'avantage d'avoir moins de cycles d'horloge à fournir pour chaque instruction, puisqu'elles sont beaucoup plus courtes, et aussi l'avantage énorme en termes de dépenses énergétiques. Et oui, ça dépense beaucoup moins en termes d'énergie. Alors il faut préciser aussi que les accès mémoire sont un peu plus nombreux côté ARM, et vous allez voir, c'est très important, c'est parce que Apple a construit sa puce M1 et même toute la gamme A9 à A14 autour de ça, avec un cache, ce qu'on appelle un cache memory beaucoup plus gros que sur des puces traditionnellement avec du x86 Intel. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ARM n'est pas installé effectivement sur tout ce qui est PC computing classique qu'on connaît chez nous, et même sur les portables actuellement, c'est du x86, donc Intel qui est majoritairement partout, Intel ou AMD, je précise qu'AMD également fait du x86, donc effectivement Intel ou AMD font du x86, et donc sont rois sur tout ce qui est PC computing, PC portable actuellement. Oui, mais ARM, la structure ARM, est roi sur tout ce qui est mobilité. Ce sont les numéros 1 en termes de mobilité. Dans les mobiles, dans les téléphones mobiles, et puis dans plein de portabilité, que ce soit les tablettes, etc. Ils sont les rois, même dans les, vous savez, dans les GPS, dans tout ce que vous pouvez trouver en termes de mobilité, c'est les structures ARM, c'est-à-dire l'architecture ARM qui est la reine et non pas l'architecture x86. Parce que l'architecture ARM dépense beaucoup moins en termes d'énergie pour, on va dire, le même type de programme. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que un MacBook avec une structure M1, avec une puce M1, donne aujourd'hui des résultats qui sont meilleurs, plus performants qu'avec l'ancien entrée de gamme, voire même moyenne gamme MacBook basé sur une puce Intel. C'est une vraie révolution de ce côté-là. Alors on pourrait dire que c'est une évolution de la part d'Apple, qui a décidé effectivement de porter sa puce A9, A14, surtout la A14 en M1, ce qui était assez logique vu les résultats qu'elle avait, et c'est une vraie révolution quand même en termes de performance de résultats. Pourquoi? Parce qu'actuellement il y a trois gammes de, on va dire, de MacBook, le MacBook Air sans ventilateur, sans refroidissement, je vous précise, avec ventilateur, le MacBook Pro qui a un ventilateur, lui, qui est un peu plus performant, et le Mini. Alors les numériques ont fait un test très intéressant en comparant le MacBook Air sans ventilateur, donc on va dire celui qui est un peu moins puissant que le MacBook Pro M1, avec un MacBook ancienne génération basé sur un i9 et une carte Ryzen Pro 560X, si je ne me trompe pas. Le MacBook M1 aurait 8 Go de mémoire et le MacBook Pro, lui en avait 32 Go. Alors ça a été fait sur un DaVinci Resolve 17, le logiciel de montage 8K, et ça a été fait avec un Canon EOS R5 spécial pour faire du 8K, puisqu'il y a peu de modèles, on va dire en termes de caméras photographiques, qui peuvent restituer du 8K. Et donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le M1 s'avère meilleur, plus rapide et plus confortable en termes de montage, et oui, que le i9, en l'occurrence, avec sa carte graphique dédiée, pourtant à ses 32 Go de mémoire.
Alors pas surtout, hein, mais en tout cas sur le montage, sur la partie du montage, surtout si on utilise le logiciel, le DaVinci Special M1, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'émulation Rosetta. L'émulation Rosetta, c'est quoi? C'est ce qui permet de passer du x86 à ARM. Et oui, parce que tous les anciens logiciels, il faut qu'ils marchent avec la nouvelle architecture ARM. Et donc il y a une émulation qui s'appelle Rosetta qui permet de le faire. Mais si on a des logiciels dédiés, en plus spécialement faits avec la structure ARM, eh bien, c'est le cas de ce logiciel, DaVinci, il y a une nouvelle version qui apparaît, qui est spéciale M1, on va dire, eh bien, on arrive à des résultats qui sont meilleurs, bien meilleurs que sur le i9, ancienne génération. Pas surtout, c'est-à-dire qu'effectivement, les 8 Go de mémoire du MacBook Air M1 se font sentir par rapport aux 32 Go, je vous rappelle, de l'autre côté du MacBook Pro. Mais le MacBook Pro en question valait près de 4000 €, alors que le MacBook Air en question vaut 1200 €. C'est pas donné, hein, c'est de l'Apple, hein, je vous rappelle. Mais voilà, c'est quand même presque 3 fois le prix, même 3 fois le prix. Donc pour 3 fois le prix, vous avez, on va dire, même des résultats supérieurs en termes de montage. Pas pour, par exemple, après la création du film qui prend 3 fois plus de temps ou des choses comme ça. Il y a encore des limitations, je vous dis, dues à la mémoire et puis dues aussi au fait que, faut pas oublier que ce petit MacBook Air n'est pas refroidi par ventilation. C'est quand même assez extraordinaire. Vous pouvez voir aussi d'autres tests qui montrent que bon, il est bien supérieur sur bien des domaines et aussi en termes d'autonomie, c'est ce que je vous ai dit, ARM, plus d'autonomie, puisqu'il va jusqu'à presque 17 heures d'autonomie. Vous imaginez 17 heures d'autonomie et avec des vidéos, je crois que ça dépasse largement les 14 heures. C'est juste extraordinaire quand même. Alors comment Apple a fait pour obtenir d'aussi bons résultats? Eh bien déjà, il faut savoir que le CPU est séparé en 2 parties. Et oui, la technologie ARM permet ça, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger des types de CPU différents dans le même CPU. Vous avez des types de cœurs différents dans le même CPU. Ils ont donc 4 cœurs performance et 4 cœurs optimisés pour la consommation. Les 4 cœurs optimisés pour la consommation marchent la plupart du temps. Les 4 cœurs performance sont désactivés pour à peu près 80% du temps, c'est-à-dire lorsque vous allez faire de la messagerie, lorsque vous allez faire, on va dire, tout ce qui est communication, internet, etc., des mails, j'en passe. Bref, ça, vous utilisez que ces 4 cœurs-là qui sont vraiment optimisés pour la consommation. Et lorsque vous aurez besoin de plus de ressources, les 4 cœurs performance s'activeront. Et ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le x86, l'architecture x86 d'Intel ne le permettait pas. Vous aviez toujours les mêmes cœurs qui étaient installés et qui étaient embarqués dans un CPU. Alors, dans les architectures à venir, comme Hornet par exemple, ils vont justement pouvoir faire ça. Je vous ai dit, hein, petit à petit, les deux architectures vont migrer. Parce que par exemple, ARM, je vous ai expliqué qu'il n'y avait que des instructions de 4 octets maximum. Et bien là aussi, ce n'est plus tout à fait vrai. Hein. ARM a permis, comme un peu un DLC pour les jeux, d'utiliser des sets d'instructions plus complexes, on va dire, pour, accélérer certaines fonctionnalités dans le soft. Et donc Intel a annoncé qu'ils allaient effectivement intégrer différents types de cœurs dans le même CPU. On peut également parler des décodeurs, par exemple, qui ont été installés dans le M1. Ce sont des décodeurs qui permettent de gérer par, on va dire, CU, hein, donc par cœur, 8 instructions pour le M1, contrairement à 4 ou 5 instructions pour Intel ou AMD. Donc ça augmente le nombre d'instructions pour chaque cœur qui peut traiter en parallèle. On peut également parler du décodeur. Le décodeur qui va permettre de traiter des instructions dans le désordre. C'est 630 instructions dans le désordre pour le M1 actuellement, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que la concurrence Intel ou AMD. Une autre dernière raison qui a poussé Apple à quitter Intel et qui explique aussi les performances du M1 Apple, c'est tout simplement, et c'est pas négligeable, le process. Et oui, Intel, vous le savez, peine à faire du 10 nanomètres. Ils sont passés en 2020 en 10 nanomètres sur toutes les puces portables, hein, toute la mobilité, pas les puces pour les PC fixes. Et avant, ils étaient en 14 nanomètres encore en 2019. Aujourd'hui, le M1 est en 5 nanomètres chez TSMC en production. 5 nanomètres, 10 nanomètres, vous voyez la différence tout de suite, surtout que nous sommes en GATFIT, vous savez, les transistors, je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, qui sont maintenant plutôt verticalisés et qui consomment 30 à 40% de moins, rien que par rapport à la technologie FIT classique, qui est utilisée par exemple par Intel pour son process à lui en 10 nanomètres. Et on peut imaginer donc qu'on a une consommation qui est même au-delà, vu la réduction, bien entendu, entre le 10 nanomètres et le 5 nanomètres, même si ce n'est pas une réduction autant qu'on pourrait croire, on a au moins 50%, sinon plus de réduction en termes de consommation. Ça explique quand même un petit peu aussi pourquoi le M1 est plus efficace, on va dire, en termes de performance, puisque c'est l'efficacité, performance, vous savez, consommation qui est en jeu.
Et ça permet donc au M1, comme je vous l'ai expliqué, d'être supérieur. Et ce n'est pas fini, parce qu'évidemment, c'est l'entrée de gamme. Il y a bientôt un nouveau M1 qui va être fait pour le haut de gamme. Et oui, parce que les MacBooks, il y a l'entrée de gamme, mais il y a le haut de gamme. Donc, on va attendre les résultats, mais qui sont très très prometteurs. Et ça bouscule un peu la concurrence, parce que jusqu'à maintenant, je vous rappelle, c'était le x86, c'était Intel ou AMD qui étaient les maîtres du jeu dans tout ce qui était portable ou PC fixe. Et on peut envisager que dans l'avenir, la structure ARM, voilà, qui était jusque-là un peu ignorée et un peu boudée du côté des PC computers fixes ou des portables, va arriver en grande force et va encore bousculer le jeu. D'autant plus que, par exemple, il faut savoir que Google s'intéresse fortement à ça pour ses serveurs. Et oui, il y en a plusieurs. Il y a Amazon aussi qui s'intéresse à ça. Il y a plein qui s'intéressent à cette nouvelle structure ARM. Pourquoi ? Parce qu'elle dépense beaucoup moins en énergie. Et donc, on se dit, tiens, et ce serait intéressant, vous savez, regardez mes vidéos sur tout ce qui est écologie, eh bien, on essaye effectivement de tirer vers le bas l'énergie consommée. Ce n'est pas encore fait, c'est en étude, mais ça pourrait venir très très vite. Je vous précise une dernière chose, ARM, la société dont je vous ai parlé, ne fabrique pas de processeurs. Il fabrique, si vous préférez, le design, les plans. Voilà, cette vidéo est terminée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.